Bonsoir à toutes et à tous, bonsoir les camarades et bienvenue à vous sur le mégaphone, l'émission Twitch de Solidaire. Alors aujourd'hui, ce soir, une émission spéciale sur le racisme et notamment sur la banalisation de la parole raciste. Cette émission aussi fait suite à la tribune qui a été publiée récemment sur Mediapart. On a le plaisir aussi d'accueillir deux camarades de camarades qu'on connaît très très bien chez Solidaire, mais qui sont aussi qui sont également signataires de cette tribune. Alors, tout d'abord, je présente Nathalie, présidente de la Ligue des droits de l'homme, la LDH. Bonsoir. Et Aziz, qui est pigiste et également élu SNJ. Oui. Et tu es aussi membre de la JAR, l'association des journalistes antiracistes et racisés. Exactement. Donc bonsoir et merci à vous deux d'être. Merci pour l'invitation. D'être présents, d'avoir aussi de nous accorder du temps pour pouvoir discuter de ce sujet qui, je pense, qui nous tient tous les trois à cœur. C'est une lutte qu'on a aussi en commun. Donc déjà pour commencer, moi je voulais poser à vous deux déjà pourquoi vous avez décidé d'être aussi signataire de cette tribune. Déjà parce que tu me l'as demandé. C'est déjà un bon point déjà. Merci à toi. Et ensuite parce que c'était une évidence étant donné tout ce qui s'est passé vis-à-vis des maires qui étaient c'est Bali Bayako. Bali Bagayoko. Voilà, merci. Mais pas que lui. Il y a vraiment eu une flambée de paroles racistes. Alors il y a un chercheur, Julien Pépin, qui a décrypté ça en expliquant que pourtant on avait déjà eu des élus qui étaient issus de l'immigration, mais pourquoi tout d'un coup c'est aussi virulent? Et il dit mais parce que là on touche des mairies, et en plus pour l'Île-de-France c'est quand même la deuxième ville, Saint-Denis, la deuxième ville d'Île-de-France. Donc là on accède à des responsabilités qui sont autres, et d'où probablement le fait qu'il y ait cette virulence. Mais ta tribune, elle est arrivée dans ce contexte-là, mais aussi dans le cadre, alors c'est autre chose, mais dans le cadre, il y avait aussi la proposition Boyadan contre laquelle nous luttions, et qui mélangeait les sujets d'antisémitisme, antisionisme, et donc il me semblait qu'il y a un moment, il faut aussi dire les choses, et que on est contre toute forme de racisme, et il se trouve que nous le subissons. Nous l'avons subi et nous le subissons, et il est important qu'on dise, voyez, on est à la tête d'organisations et pourtant on subit quand même du racisme. En l'occurrence, moi je reçois quand même des lettres anonymes, je reçois également sur les messages, quand il y a des messages de la Ligue, il y a des commentaires qui sont également racistes. Enfin, ça arrive aussi. Donc, c'est assez surprenant au départ parce que on n'imagine pas que. Mais justement, une association de lutte contre le racisme, pourquoi est-ce qu'ils sont étonnés qu'on lutte contre le racisme? C'est assez... Avant de donner la parole à Aziz, tu penses pas vraiment, par rapport à ce que tu viens de dire, qu'il y a quand même on a franchi une étape justement sur cette... il y a quelques années, il y a des choses qui pouvaient pas être dites, notamment sur le débat politique et public. Et on voit que à l'heure actuelle, tu disais toi ton expérience aussi en tant que présidente aussi de la Ligue des droits de l'homme, puis sur les réseaux sociaux, tu reçois des attaques pas en fonction de ce que tu fais en réalité ou de ta fonction, mais plutôt de ton origine aussi. Mais t'as pas un sentiment que voilà, il y a quelque chose qui est en train d'être de toute façon, ne serait-ce que de façon générale, à partir du moment où il y a eu les élections européennes et que l'extrême droite est arrivée en force au Parlement européen, c'est quand même l'extrême droite et la droite dure qui est arrivée très fort. On a vu la bascule, c'est-à-dire qu'il y a eu de plus en plus de groupes néo-nazis. Je me souviens que la section d'Albi nous avait alerté sur le fait qu'il y a des groupes néo-nazis qui faisaient des saluts nazis en pleine rue en chantant des chants. Enfin, il y a eu vraiment
ça a été immédiat qu'il y ait eu un déferlement et de paroles racistes, mais aussi d'actes racistes. Parce que c'est aussi ça. Parce que plus il y a banalisation, mais ça vient d'il y a quelques années déjà, le fait qu'il y ait CNews qui est banalisé, C8, bon, C8 a finalement enfin été supprimé, mais pas CNews. Alors qu'on avait demandé, nous, qu'il n'y ait pas le renouvellement de la convention, parce qu'il y a trop de propos qui banalisent. Et malheureusement, il y a une partie de la droite qui chasse sur les terres de l'extrême droite. Alors, évidemment, c'est plutôt côté xénophobie, mais en fait, il y a une musique qui se diffuse et qui est vraiment anti-immigrée de façon générale, y compris pour des gens qui sont là depuis 4 générations. Enfin, il suffit qu'ils soient issus de... Ça suffit. C'est vrai. Bah, justement, je rebondis avec toi, là, justement. Tu parlais de CNews, ça tombe bien. Aziz, tu connais un peu le milieu aussi. Je travaille pas à CNews. Toi, tu travailles pas Mais je connais des journalistes racisés qui travaillent à CNews. Justement, moi, déjà, en tant que difficultés. Justement, en tant que déjà journaliste racisé qui travaille pour une chaîne telle que CNews, mais aussi en tant que toi-même, en tant que journaliste, est-ce que tu sens pas que justement dans ces médias-là, pas que dans ces médias-là, chez nous, on connaît tous, voilà, ils ont quand même cette doctrine qui est actée, on sait très bien, voilà, ils ont leur fond de commerce, et voilà, c'est toujours, voilà, ils sont sur le racisme pour faire de l'audimat. Mais tu n'as pas l'impression également que sur d'autres médias, je sais pas, comme je peux dire où tu travailles, sur quel média? M6, ouais. Voilà. M6. Par exemple sur M6, où il n'y a pas quand même cette, hormis la presse indépendante ou les médias indépendants, on ne voit pas une condamnation ou même un autre discours dans d'autres médias, on va dire plus publics. Ça, on le ressent pas en fait. Il n'y a pas trop de contradictions. En fait, juste pour revenir parce que moi j'habite Saint-Denis, du coup, Bali Bakayoko est mon maire, il a été élu à Saint-Denis. En fait, je pense qu'il y a 2 phénomènes qui ont lieu, c'est qu'à la fois des avancées sur le combat antiraciste. On a aujourd'hui des maires noirs qui ont été des maires noirs racisés, arabes, etc., qui ont été élus dans ces villes-là. Je pense il y a Saint-Denis, il y a La Courneuve, il y a Vaux-en-Velin, il y a plusieurs villes comme ça où il y a quand même une avancée. Pour vous dire juste une chose, donc je pense que la réaction qui a eu lieu, c'est parce que c'est la première fois qu'un maire issu de l'immigration, comme lui c'est défini, a été élu dans une ville de plus de 100 000 habitants. C'est la 2e ville d'Île-de-France, c'est quand même quelque chose d'énorme. Moi, j'ai couvert un peu, mais en fait, moi, je suis journaliste, je travaille dans plutôt des médias nationaux, mais tout ce qui se passe, les enjeux locaux, ça m'intéresse. Donc, on va voir, moi, je veux voir les habitants. J'habite à Saint-Denis depuis très longtemps, j'ai grandi là-bas. Et quand on parlait aux gens, il y a des gens me disaient, jamais un maire noir sera élu, même à Saint-Denis. J'entendais ce bruit-là aussi. C'est-à-dire que ce racisme-là, même des gens n'y croyaient pas, au fait, que des gens issus de l'immigration pouvaient être élus. Et même, ils se disaient, moi j'ai déjà entendu que la liste de Bali Bakayoko, c'était la liste des... Grosso modo, on n'est pas à Bamako, quoi. Moi j'ai déjà entendu ça. Donc il y a ce racisme-là qui existe, et c'est un racisme qui aussi existe, je veux dire, qui infuse dans la société en général. Ok, et donc, il y a une contre-réaction. Moi, je savais que Bali, parce que je connais mon métier, ma profession, je sais comment les journalistes fonctionnent, je savais très bien que Bali, quand il est élu, il ferait la une des médias. C'était sûr. Et j'ai jamais vu autant d'interviews de Bali Bakayoko il a fait tous les médias. Vraiment, il a fait tous les médias. Mainstream, des médias plus, des plus petits médias, plus on va taxer de communautaire. Pour exemple, même si dans ma bouche, c'est pas péjoratif. Mais je m'attendais pas dès le premier soir, à la haine, enfin, au racisme décomplexé qui a eu lieu, tu vois, sur le fait qu'il ait dit, ville des rois morts et du peuple vivant. C'est une citation d'un poète communiste, Jean Marcenac, qui est né, enfin, qui est à peu près après la Seconde Guerre mondiale, qui a été élu à Saint-Denis, donc qui a été élu communiste à Saint-Denis, et donc il cite ça et ça se transforme en la ville des Noirs. Donc, et ce truc. Puis même, on a interrogé son élection en disant c'est que c'était parce qu'il avait pactisé avec les dealers. Enfin, oui, mais ça, c'était terrible. Ouais. Avec l'assimilation, si vous êtes issu d'immigration, alors vous êtes forcément délinquant. Enfin, toute l'assimilation. Après, moi, en fait, c'est plus, tu vois, c'est juste pour me dire sur ça. Ça a été lancé par le candidat socialiste. Donc, on peut dire de gauche, à Saint-Denis. Et c'est venu de ce camp politique-là aussi. C'est-à-dire que c'est venu de la gauche, en fait.
Bon, on peut accuser le PS d'être de la droite, de la gauche, etc. Mais c'est quand même le camp de gauche. Et parce qu'il y a un impensé racial, au fait, en France, dans la société en général. C'est-à-dire que, effectivement, il y a le racisme très intentionnel qu'on peut voir sur CNews, dans les médias, pour revenir à ta question. Là, c'est très intentionnel, très visible, contre les musulmans, contre les minorités en général, et ça va être tous les jours. Enfin, il y a eu des études comme quoi, quasiment tous les jours, ils parlent de l'immigration et de l'islam. C'est sur CNews. Mais il y a aussi l'impensé. En fait, dans les médias, il y a aussi un impensé racial. C'est-à-dire que il y a pas vraiment un racisme intentionnel. Mais ces sujets-là ne sont pas pensés dans les médias, comme on pourrait dire mainstream, de France Télévisions, à TF1, à M6 où je travaille. C'est-à-dire que c'est pas des sujets pris à bras le corps. C'est pas c'est presque un non-sujet. On va le traiter quand il y aura une manifestation contre l'extrême droite. Ça va être traité. M6 va traiter le sujet. On va le faire. On va y aller. On va traiter, mais ça va jamais être traité de manière différente, tu vois. Par exemple, juste pour reprendre un exemple, par exemple, il y a une association qui est basée, qui a été créée par un copain de Saint-Denis, qui s'appelle A4. A4 qui accompagne des personnes issues de l'immigration en France, qui travaillaient dans, la sécurité, le ménage, des métiers de ce type-là, tu as des issus de l'immigration, mais ils les accompagnent pour travailler dans l'agriculture, tu vois. Donc parce qu'il y a des besoins en fait, il y a des gens qui sont exploités et puis ils ont un savoir-faire, ces personnes-là qui viennent d'autres pays, tu vois, un savoir-faire agricole, tu vois, paysan, tu vois, ça casse l'image. Mais ce sujet-là, tu vois, ça a été traité par certains médias, mais par exemple Mediapart l'a traité uniquement quand cette association-là et des gens qui géraient une structure ont été attaqués par l'extrême droite. Tu vois, on vient seulement en réaction quand il y a une attaque. Mais c'est pas traité avant. De façon positive. Oui, mais même de parler tu vois, par exemple, moi je trouve il y a deux courants dans les médias un peu qui luttent contre l'extrême droite. Il y a un courant plutôt antifasciste qu'on peut retrouver, c'est-à-dire qu'on va dénoncer les idées d'extrême droite, on va dénoncer les corpuscules d'extrême droite, mais moi c'est pas sur ça que je me bats. Donc je suis pas identifié, je suis pas attaqué par l'extrême droite, moi. Je suis pas visible sur ces sujets-là. Mais dès qu'on veut parler de sujets plus antiracistes, donc de sujets, par exemple le racisme environnemental, je sais pas comment les personnes racisées sont victimes, ont des problèmes de santé mentale, tu vois, par exemple, ou par exemple sur la question du narcotrafic, qui a un angle mort, je trouve, dans les mouvements antiracistes, c'est-à-dire on pense pas à la question de. Ah si. Alors là, on l'a suffisamment dit nous. Hein. Ouais, mais c'est pas traité. Par exemple, aujourd'hui. Et notamment par rapport à l'amende forfaitaire délictuelle. Encore là, je viens de faire une interview, j'ai encore dit et ça passera peut-être pas parce que ça va être coupé, mais ce que j'ai dit, c'est notamment que l'ONU demande à ce qu'il y ait dépénalisation de l'usage de stupéfiants parce que ça porte une politique qui est discriminatoire et ça cible essentiellement les personnes noires et en France, y compris les personnes maghrébines. Parce que l'ONU parle de façon mondiale, c'est plutôt les noirs. Et donc là, moi, c'est exactement ce que j'ai dit, que ce sont les jeunes hommes des quartiers populaires issus de l'immigration noire ou arabe, grosso modo, c'est ça. Donc il y a un biais discriminatoire à ces politiques et l'amende forfaitaire délictuelle, c'est encore pire puisque c'est une procédure où le policier est tout puissant. Puisqu'il constate, il verbalise, il fait la justice, il n'y a pas de juge, il n'y a pas d'avocat, et tout va bien. Et après, c'est casier judiciaire et vous pouvez plus, notamment, agir dans les métiers de la sécurité, ce genre de choses. Donc non, on l'a suffisamment dénoncé, de même qu'on a dénoncé le fait qu'il y ait dans la loi narcotrafic, parce que c'est un titre ronflant, hein, qui fait penser au Mexique, au cartel, alors qu'en fait, c'est pas du tout ça. C'est vis-à-vis du trafic de stupéfiants. L'infraction, elle n'existe pas, narcotrafic dans le code pénal. C'est trafic de stupéfiants. Et vis-à-vis de ça, ils ont créé dans le contexte de cette loi, ils ont créé, par exemple, le fait que le préfet a le droit d'exiger des bailleurs sociaux d'expulser une personne dès lors qu'il y a un occupant donc d'expulser le locataire qui trouble l'ordre public dans le périmètre de la cité, par exemple. Donc, et là, maintenant, on a plein de femmes seules qui ont le gamin qui a 12-13 ans fait le gay, n'a pas conscience, et qui se font expulser. Ouais, ça, on a vu ça aussi. Mais c'est dramatique. Et ça, on l'avait dit avant, en disant, voilà ce qui va se passer, et personne ne le dénonce alors qu'on sait ce que ça va donner. Ça va être certains, et plutôt certaines, qui vont être ciblées. Après, mais on a cassé ton conducteur. Là. Non, mais il n'y a pas de conducteur. Vas-y, on est entre camarades. Non, mais juste pour revenir sur le côté média, par exemple sur la question du deal,
Je sais pas, parce que je sais que la LDH fait beaucoup. Par exemple, à Saint-Denis, sur la Ligue des droits de l'homme, va dénoncer les violences policières, notamment liées, des gens qui sont liés au trafic, etc. Il peut y avoir des violences, il peut y avoir plein de personnes. Mais, par exemple, dans le côté des médias, c'est jamais traité du côté, c'est-à-dire des... Parce que, en fait, c'est des travailleurs, les dealers, en vrai. Tu vois, c'est jamais... tu vois, les médias ne traitent pas ce côté-là. C'est-à-dire que on le voit tout de suite de manière très négative. Mais en général dans les médias aujourd'hui. Et en plus, je trouve qu'on est allé dans un truc au-dessus. On parle maintenant de narcotrafic et le mot s'est imposé dans beaucoup de médias en fait. C'est-à-dire que c'est comme le mot, par exemple, le mot séparatisme. Le mot séparatisme, c'est imposé. En fait, en fait, il s'impose même dans les médias. Moi, je le vois comment ça se développe. Même des médias comme Le Monde, tu vois, Le Monde qu'on va dire plutôt de centre-gauche, qui vont penser les mots, etc. Ils vont utiliser le mot parfois narcotrafic, séparatisme, sans questionner le sens du mot. Et ça, c'est un média de centre-gauche. C'est pas CNews. Mais, et du coup, je trouve que nous, médias, on est feignants, en fait, sur la question raciale. On est feignants. Après, on le constate. Après, ce que tu disais il y a quand même, je pense que toi qui disais ça, il y a aussi des biais aussi qui sont là, qu'on le veuille ou non, hein, je reviens sur la tribune, désolé, mais oui, ce que aussi la tribune, ce que disait la tribune, hein, notamment tous ces biens où on va surtout, nous, quand tu parlais de narcotrafic avec le séparatisme, où on va mettre aussi l'islamisme dedans, je crois le narco-islamisme, je sais pas, il y a un autre, ça je l'ai pas vu, mais oui, ça doit exister. Narco-islamisme. Moi, j'ai déjà entendu, hein, voilà, le trafic de drogue. Oui. Le trafic de drogue. On assigne les gens. C'est pour revenir à Bali. Parce que trafic. Quand on parle de trafic de drogue, ça, on l'entend dans certains médias, où voilà, ça alimente aussi des groupes terroristes, ou les frères musulmans, ou ça c'est la carte de joker qu'on posera avant. On fera toujours, on fera toujours un lien. Mais par contre, moi, ce que je constate, et c'est pour ça, toi qui es dans les médias aussi, c'est que, peut-être je me répète, mais je sais qu'il y a quelques années, par exemple, ce qui se dit sur CNews ou autre, hein, et ça choque tout le monde, en fait, c'est des choses où les gens, généralement, tu parlais de l'extrême droite, par exemple, l'extrême droite. Moi, je me souviens, parmi des premières manifestations que j'avais faites, j'étais encore jeune, c'était l'arrivée de Jean-Marie Le Pen, par exemple, au deuxième tour, où sur Paris, il y avait pratiquement 1 million de manifestants. Et tu vois, maintenant, tellement, ça a été banalisé que maintenant, que l'extrême droite arrive au pouvoir, c'est que ça choque plus personne, en fait. Bah si, quand même. Non, mais, on va se battre. Attends, on va se battre. Je parle pas de nous, mais je parle surtout de ce qu'on peut entendre. Ce qu'on peut entendre, c'est que voilà, si tout le monde attend d'avoir l'extrême droite, nous on va se battre bien sûr, parce que l'extrême droite, ça reste, nous on dit c'est l'extrême droite, ça reste toujours avant tout l'ennemi des travailleurs et des travailleuses. Mais dans l'opinion, c'est plus quelque chose. Après, je te disais, il y a en 2002, les élections de 2002 et maintenant, on voit bien qu'il y a quand même une étape qui a été franchie. Et moi, honnêtement, ça, c'est quelque chose d'ultra inquiétant. Et c'est pour ça que je rebondis aussi sur la parole raciste. C'est pour ça que je faisais le lien aussi avec l'extrême droite. La parole raciste, maintenant, c'est quelque chose c'est devenu pratiquement du normal, en fait. En fait, ça a été généralisé, de toute façon, par l'Empire Bolloré, en fait. CNews. Moi, il y a eu un reportage fait par France Télévisions sur CNews, sur comment la parole raciste était décomplexée. Et ils sont allés interroger dans ce reportage de documentaire des gens qui regardent CNews. Et ils disent, au moins sur CNews, on entend ce qu'on n'entend pas ailleurs. Donc, on entend du racisme, en fait, tu vois. On entend des propos racistes, on va entendre des propos racistes sur les Arabes, sur les musulmans, tu vois, l'arco-islamisme, etc. Ça, c'est nouveau. Ça, c'est nouveau, c'est depuis que Bolloré a racheté, donc, iTélé, qui est devenu CNews. Donc, il a commencé sa percée vers 2015. Ensuite, petit à petit, tu vois, après, c'était le JDD. Donc, journal du dimanche. Tu vois? Et ensuite, aujourd'hui, on n'en parle pas beaucoup, mais il a racheté en 2023, il y a le groupe Prisma, donc c'est un groupe de magazines. Oui. Tu vois, il y a notamment là-dedans, je crois, t'as Géo, t'as Capital, qui est ultra important. C'est un magazine qui compte dans la presse économique. Et il a racheté ces titres-là. Et là, il est en train de
de mettre aussi comment dire, je trouve pas le mot, mais ses têtes, quoi. Tu vois, il est en train de remodeler aussi ces médias-là. Et en fait, il y a eu cette percée-là qui est nouvelle. Et puis après, il y a la diffusion dans les relais de gare. Oui, les relais de gare, ça c'est énorme parce que c'est la visibilité derrière. Qu'est-ce qui est mis en avant? Et puis ils attaquent le service public. Par exemple, quand le Capital a été repris là, il y a quelques mois là, ils ont fait une une sur comment France Télévisions gaspille l'argent public. Puis maintenant, il y a une mission. Et en fait, ils ont fait donc la une sur ça. Donc on se dit, bon, il y a au moins 15 pages, 20 pages. C'est un dossier. Il y avait 4 pages. 4 pages. C'est rien en fait. Et en fait, là, il y a un agenda politique. C'est-à-dire que il y a peu de faits, mais ils attaquent. Et en fait, ça, c'est l'Empire Bolloré. C'est l'Empire Bolloré qui est fort. Après, il y a pas que Bolloré. Aujourd'hui, le problème, c'est qu'il y a Bolloré, puis il y a les autres. Tu vois, ils attaquent le service public, ils veulent affirmer le service public. Canal+, tu vois. Aujourd'hui, il y a les débats sur Canal+, le cinéma, l'édition. Tu vois, c'est là. Et tu vois ce que tu dis. Ouais. Après, moi, je parle en tant que syndicaliste. Hein, oui. Nous, on le ressent aussi. Ça se répercute aussi. Après, tout ce qui se dit dans les signaux, mais en fait, la répercussion, elles se font aussi sur notre lieu de travail aussi. On voit aussi, tu as des patrons qui sont ultra décomplexés, notamment. Hein. Alors moi, je travaille sur l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle. Et on l'a vu il n'y a pas longtemps aussi, où on a eu des salariés où il y avait un reportage de TF1. Et le patron de cette entreprise, il a demandé à tous les salariés racisés, un noir, de se cacher en fait et de mettre que des blancs en face pour le temps de la photo exactement le temps du reportage sur TF1. C'est un reportage de TF1 mais on le constate déjà par rapport à ce côté-là, mais aussi sur les salaires aussi. Nous on a fait un constat aussi, on avait lancé une campagne contre le racisme solidaire, hein. On devait récupérer quelques sources aussi et prouver qu'il y a du racisme qui se constate sur notre lieu de travail, et on le voit bien sur les salaires par exemple, où une personne noire par exemple, elle va toucher 300 € à qualification légale carrément, et ça il y a pas mal d'enquêtes qui ont faites là-dessus. On le voit aussi vis-à-vis aussi des femmes aussi, notamment sur les femmes voilées aussi, qui sont par exemple et ça, moi, c'est un constat aussi que j'ai pu faire aussi, hein. On voit par exemple des femmes voilées qui travaillent dans le privé, hein, où ils sont pas soumis où il y a aucune, ils sont pas soumis à la neutralité, et il y a des secteurs où ça va déranger plus, alors que par exemple les femmes de ménage, on voit bien que voilà, quand on a des métiers qui sont moins qualifiants, ça dérange pas en fait. Mais dès qu'on commence à monter en échelon ou avoir des diplômes, exactement, bah là on va nous remettre et ça honnêtement c'est des choses mais je sais que même avec la LDH vous êtes sur on avait déjà justement évoqué un sujet là-dessus, et ça c'est des choses qui honnêtement là regarde, tu as la loi en ce moment. Déjà, il y a eu la loi séparatisme de 2021 qui a fait beaucoup de mal. Mais là, maintenant, tu as la proposition de loi Retailleau sur l'entrisme. Et puis, il va y avoir le projet de loi Nunez, encore sur l'entrisme. Et alors, c'est assez délirant la façon dont il le présente. Je ne sais pas si vous avez vu. Il le présente en disant, on a déjà travaillé sur le séparatisme, sur le communautarisme, donc maintenant on va travailler sur l'entrisme. Et alors là, l'entrisme, c'est terrible, hein, parce qu'on ne sait pas qui ils sont. Bon, en clair, il va viser tous les musulmans, alors. Parce que c'est... justement... Bah, parfois, nous, tu vois, en tant que journaliste, on travaille sur ce sujet-là. Ok, donc, c'est un agenda gouvernemental. Ils nous disent, nous, on va faire un projet de loi sur l'entrisme. Ok, mais on dit, bah, vous basez sur quoi? Là, on fait notre travail de journaliste. Vous basez sur quoi? C'est quoi l'entrisme? Et puis, des fois, on se dit, mais en fait, ça tient sur rien. Il y a eu c'était sur le séparatisme, je sais plus, il y a quelques mois qui est sorti, ou sur l'entrisme, je sais plus, mais peut-être Retailleau sur l'entrisme. Oui, parce que ce rapport était sorti. Elle a été votée au Sénat. Mais... Bah, justement, c'est ce qu'on appelle la suspicion permanente déjà. En fait, tout le monde en trip. Alors ça, à titre perso, moi, je l'ai vécu personnellement. Hein, les bagagistes, il y a eu aussi l'histoire des bagagistes. Il y a eu déjà l'histoire des bagagistes à qui on a gagné. Hein. On a gagné. On a fait condamner, et ça, c'est une grosse victoire. On a fait condamner CNews à 75 000 € une intervenante, justement, disait
que Pas pour que- nous, hein. que, que- Ouais, il y a- bravo, il y a- ouais. il y a- il y a une C'est condamnation. les petites victoires comptent aussi. Hein. Et voilà, Ah, parce que voilà, les bagagistes Ouais, étaient ouais. tous des islamistes, des frères musulmans, c'était Ouais. des syndicalistes, ils avaient un lobby dans l'aéroport. Mais après, moi, je parle à titre perso, c'est que moi, j'ai été convoqué aussi dans un commissariat un samedi soir sur l'aéroport de commissariat de ma ville, hein, du Blanc-Mini. Et ce qu'on m'a reproché, c'est que je voulais commettre un attentat un soir sur un aéroport, au départ d'un avion sur Roissy. Et quand on me posait des questions, bon, je vous rassure déjà, j'ai pas eu de poursuite. Et puis là, nous, on a inversé quand même les rôles. C'est nous qui sommes en train de porter plainte contre l'État. Mais et moi, ce que j'avais dit quand on m'avait convoqué, Ok. les constituants qu'on on me posait des questions uniquement sur ma religion, en fait. Que sur ma religion, on me demandait quelle mosquée je fréquentais, Ah oui. est-ce que j'envoyais de l'argent au Proche-Orient. Vous voyez, moi, ce que je leur avais dit, c'était la DGSI. Moi, ce que je leur avais dit, est-ce que Mathilde Panot, elle a été convoquée aussi elle a été convoquée pour l'apologie du tourisme. Moi, je leur ai posé la question, est-ce que Mathilde Panot, vous lui avez demandé quelle mosquée elle fréquente? Vous voyez, c'est des questions qu'on ne posera pas forcément à un membre. Mais quand on est, voilà, quand on a Arabe. musulman, bah, on va toujours faire le lien entre l'islam. Et c'est le but aussi, bah, sur cette tribune-là, justement, quand on dit, voilà, faut toujours monter patte blanche. Et ça, on le constate aussi quand on arrive en responsabilité, notamment des responsabilités syndicales, associatives. Et ça, pareil, hein, c'est des choses que moi j'ai vécues. Alors moi, j'ai rejoint le secrétariat national de Solidaire en 2024, donc au dernier congrès. Et je vous assure, les biais racistes ou les discriminations, j'en ai tout le temps. Mais quand je dis tout le temps, faut toujours montrer faut toujours justifier sa présence. Ça vis-à-vis de et ça c'est pas vis-à-vis de l'extrême droite, hein, ou les attaques, elles viennent pas ni de l'extrême droite, mais elles viennent toujours de notre propre camp, le camp Progressiste que tu fais là. du mouvement J'avoue que ça, j'ai pas. Ça, pour moi, c'est les... parce que t'es assez quand même, voilà, t'es assez connu quand même. Est-ce que tu as été victime de racisme ou parfois on peut te dire, tu vois, on va te dire, on pense que c'est pas toi qui es la présidente de la FDH ou tu vois, parce que lui, par exemple, il lui arrive que il doit faire une intervention, il est accompagné d'une personne blanche, si tu me racontais tout à l'heure, il pense que c'est la personne blanche qui est la porte-parole alors que c'est lui. Et du coup, lui, il est discriminé à l'entrée, il dit, attends. Aussi, ça m'arrive. Ouais, tu vois, des trucs. Juste un exemple, on organise Quand on ne connaît pas, oui. On avait avec la LDH, on avait à la création de Nessie est venu d'ailleurs, que Oui. Nessie est venu d'ailleurs, on avait un meeting à la Bourse du Travail pour la journée des migrants. Et il y avait à 19h, il y avait le meeting, à 17h, il y avait la conférence de presse où je devais représenter mon Et syndicat. là aussi, tu as été... Non, mais on m'a pas laissé rentrer en fait, tout simplement. On m'a pas laissé. Il a fallu que La Sophie vienne te chercher. Non, c'est même pas Sophie qui m'a fait rentrer, c'est un blanc d'attaque qui était là pour attaque, qui m'a reconnu de loin, qui est arrivé, il dit non, faut le laisser rentrer, c'est solidaire. Et des choses comme ça, c'est les biais racistes en réalité, hormis les attaques, il y a des biais racistes, comme il y a des biais masculins aussi, pareil. Hein. Et sexiste, etc. Ouais, exactement, voilà, c'est masculin, c'est n'importe quoi. Il y a des biais sexistes, parce que pourquoi je dis masculin, parce que je parle du privilège, moi, il y a le privilège blanc et le privilège Oui, et le privilège masculin. Non, mais qu'on travaille, c'est très important de travailler sur tous ces biais, mais là, en ce moment, on a quand même affaire à un racisme qui tue. Exactement. C'est quand même, Oui, c'est ça. on a passé la... c'est autre chose. Donc, mais justement, il y a un racisme qui tue. Et ce que je disais tout à l'heure, il y a plus cette même émotion, hormis le camp du mouvement social, des associations qui vont se mobiliser, mais on le ressent. Par exemple, le meurtre qu'il y a eu dans la mosquée Oui, c'est ça que je recherchais. d'Aboubacar Cissé, où on s'est mobilisé, on voit bien, hormis notre propre camp, ça n'a pas fait plus des mois que ça. Il n'y a pas eu une forte... déjà, le fait que le ministre de l'Intérieur ne se déplace pas immédiatement. Et ce qu'il appelle un individu, par exemple. L'individu, sans pouvoir même nommer Aboubacar, tu vois, c'est des choses qui a dans le passé, ça serait jamais arrivé. Moi, je parle du meurtre, par exemple, il n'y a pas longtemps, le 1er mai, on rend hommage à le crime raciste de Brahim Ouattara.
On a vu quand ça s'est. Moi, je me souviens, j'avais 15 ans à l'époque. Je sais il y avait quand même, il y avait un peu partout, hein, tout le monde est intervenu, que ce soit les politiques ou les associatifs, il y a eu quand même une solidarité même vis-à-vis de la famille. Et c'est des choses qu'on retrouve plus en réalité. Mhm. Et ça met aussi en évidence l'État aussi dans la société dans laquelle on vit. Vous voyez, quand je dis toujours la suspicion permanente, elle existe. Elle existe. Toi-même, inconsciemment, tu disais que toi, tu subissais pas en tant que président de l'État, je sais plus ça, mais quand Ah, mais c'est parce que c'est quand des, t'as Aziz, t'as dit ce c'est- que dire, t'as dit oui, tu vois. en fait, c'est des micro-agressions racistes. Mais ça, c'est pas, c'est de la discrimination aussi. Ça, c'est un biais raciste. Qu'on le veuille ou non, ça reste quand même un Oui, biais. mais c'est pas la même chose. Enfin, Ça reste un biais raciste. en fait, il y a degrés. oui, Par exemple, il y a, C'est pas le même degré. C'est un biais. C'est pour ça que je pense que c'est un biais raciste. parce que là, nous, enfin, moi, je suis membre aussi de l'AJAR. Donc, Oui. et là, l'AJAR travaille avec le SNJ CGT, donc c'est pas mon syndicat, moi, je suis SNJ solidaire. Il y a le SNJ CGT. Mais ils sont en train de bosser, là, sur sur le modèle du violentomètre. oui. Tu vois, sur le violentomètre, les attaques sexistes, etc., les VSS. Donc, on se base sur ça C'est pour important de faire un truc sur le racisme. de Tu vois, faire prendre conscience en fait, il y a que, différents que degrés. tu as des degrés. En fait, il y a sa part de la microagression sur, par exemple, je sais pas, on va te confondre avec une autre personne asiatique, ou moi avec une autre personne perçue comme arabo-musulman, ou on va te tromper sur ton prénom, ou on va croire que t'es pas la responsable. Ça, c'est des microagressions. Et puis, t'as l'attaque raciste où on va tuer, quand il y a Aboubacar Cissé, c'est un crime raciste. Tu vois, il y a, comme dans les violences faites aux femmes, il y a différents types de violences racistes. C'est-à-dire que ça va de la parole aux actes physiques, tu vois. Et ça, c'est... Mais le problème, il est plutôt parce que de façon, parce que quand on reprend le rapport de la Commission nationale consultative des droits de l'homme, qui a un rapport chaque année qui est rendu sur le racisme, l'antisémitisme et le niveau, et en fait, on se rend compte que c'est ça qui est paradoxal, c'est que pour autant, la société française est de plus en plus ouverte. Et ça, c'est important aussi, de pas seulement s'enfermer dans l'idée que ils sont tous, tout le monde est raciste. Non, la société française est de plus en plus ouverte, il y a de plus en plus de tolérance, et pour autant, c'est ça qui est fou, c'est que il faudrait réussir à le montrer, ça, comme ça a été dit sur l'association qui réussit à faire des choses. Il faudrait réussir à le rendre visible, parce qu'on ne prend que le côté finalement, où la parole raciste, effectivement, a pignon sur rue. Et c'est cette dichotomie-là entre, d'un côté, on a les grands médias, enfin les médias comme CNews ou autres, où il y a vraiment de la parole raciste qui se déverse de façon très régulière, quotidienne. Et puis de l'autre, on a quand même la réalité du terrain, où là, c'est beaucoup plus... Il y a de la tolérance qui est beaucoup plus grande. Donc moi, je trouve que c'est aussi important de rappeler ça et de se dire que le problème, il est aussi qu'il n'y a pas de portage politique pour contrer Qu'est-ce que je veux dire par du portage politique ? Je veux dire par là qu'il faut des politiques publiques qui soient menées et qui ne soient pas seulement sous l'angle répressif, mais qui soient également sous l'angle d'éducation. Et ça, il y en a pas. Il n'y a pas de portage politique là-dessus. Il n'y a pas pourtant, il y a des projets, par exemple, il y a eu le Prado, là, le Prado, c'est le plan interministériel contre le racisme, etc. En fait, ces résultats, ils sont très minimes. Et j'ai fait remarquer, lorsqu'il y a eu le suivi du Prado, j'ai dit, mais vous mettez dans les actions qui sont positives, vous mettez le fait qu'il y ait une circulaire du garde des Sceaux pour demander à ce que la circonstance aggravante d'antisémitisme soit systématiquement reprise et qu'on la mette systématiquement dès lors qu'il y a une suspicion d'antisémitisme. J'ai dit c'est très bien, mais vous pouvez pas le mettre également dans cette même circulaire dans la partie racisme, parce que ça ne concerne que l'antisémitisme. Pourquoi vous n'avez fait que ça ? Et en fait, c'est là le problème. C'est qu'il n'y a pas de portage contre toutes les formes de racisme. Et ce que nous constatons, c'est que les parquetiers ne retiennent pas la circonstance aggravante de racisme. Et ça veut dire quoi ?
Ça veut dire que déjà, les policiers n'ont pas posé les bonnes questions. Parce que souvent, il faut poser la bonne question pour que la personne puisse dire oui, j'ai été insultée en même temps. Elle va pas forcément le dire parce que ce qui est le plus choquant, c'est d'avoir été frappée, par exemple. C'est ça c'est ce qui fait qu'elle va porter plainte. Donc, elle ne dit pas forcément que en même temps, elle a subi des paroles racistes, alors que justement, la loi de 2017 a facilité la preuve et a fait que dès lors qu'il y a des propos qui sont tenus, qui sont racistes, qui sont tenus avant, pendant ou après l'acte, la circonstance aggravante doit automatiquement être retenue, et ce n'est qu'après que la personne doit dire, bah non, en fait, c'est pas vrai, c'était pas raciste, etc., mais c'est à elle de le prouver. Donc ça facilite la preuve. Et si déjà on ne pose pas la question au niveau de l'enquête, ça veut dire que ça, c'est déjà mort, hein, c'est fini. On n'a pas posé la question, donc ça n'apparaît nulle part. Mais imaginons même que la personne l'ait dit. Et ben pourquoi est-ce que les parquetiers ne retiennent pas, alors que la loi, elle est là, elle est claire. Pourquoi est-ce qu'ils ne retiennent pas la circonstance aggravante? Donc qu'est-ce que ça donne? Ça donne l'affaire de Jamel Benjamala, par exemple, qui a subi des propos racistes et des menaces de mort pendant longtemps. Il a porté plainte 3 fois pour ça, et finalement il a été tué par cette personne. Il a été tué avec encore des propos racistes. Et bien là, le parquetier ne retient pas la circonstance aggravante, et pire, le juge d'instruction ne fait que suivre ce que dit le parquet et ne la retient pas. Donc nous, association, nous ne sommes pas recevables. Voilà ce que ça donne. Dire qu'on ne peut pas accompagner les victimes. Bah, c'est ce qui s'est passé il y a quelques semaines au Puy-en-Velay. Il y a eu un homme qui a tiré à la carabine, à blanc, heureusement, sur des enfants. Mais là, le parquet au début n'a pas reconnu le caractère raciste. Oui. C'est-à-dire qu'il l'a pas reconnu du tout. Et c'est ensuite quand il y a eu des articles de presse, et là il faut reconnaître le travail de la presse locale. Il y avait une journaliste du journal local là-bas qui a fait un travail qui était choquée. Elle disait mais pourquoi le parquet ne reconnaît pas le caractère raciste? Et donc ensuite il y a eu d'autres articles. Mais je veux dire les médias entre guillemets plus nationaux, mainstream, j'avoue ils ont pas pris le relais sur cette affaire alors qui était grave. Mais je pense que malheureusement parfois il y a la force de l'image. Tu sais la force de l'image comme ce qui s'est passé avec Naël. Naël ça explose parce que il y a les images. On peut pas. En fait, on le voit, c'est-à-dire que il y a pas une contreversion qui est fausse parfois, portée par la police ou le parquet, et parfois c'est ce qui nous manque encore aujourd'hui. Mais après, je suis d'accord avec toi, Nathalie, sur le côté. Il faut pas voir que le côté négatif, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui avancent. Par exemple, Bali a été élu. Ça, c'est une... Et d'autres maires ont été élus. Mais Nathalie, je suis d'accord avec ce que tu dis. Hein, là, on a eu quand même beaucoup de maires à la dernière dernières élections municipales qui ont été élus. Mais après, faut pas. Il y a le racisme dur, où je pense que voilà, mais il y a aussi le racisme, les biais racistes. Les biais racistes, je pense qu'on peut. Moi aussi, je peux avoir des biais racistes en réalité. C'est pas pour autant que je suis raciste, mais c'est ça aussi qu'il faut aussi. Mais ça passe par la formation. L'éducation. Voilà, ça c'est des trucs c'est des travaux de longue haleine. Hein. Par exemple, nous les journalistes, on n'est pas assez formés encore sur ça. C'est pour ça que moi je suis membre du SNJ, mais aussi membre de l'AJAR. L'AJAR a été créé en 2023. Donc on s'est lancé parce qu'il y avait un manque de la part des syndicats. Faut être clair. Comme à un moment a été créée l'association des journalistes LGBT, l'AJL, en 2013, 2014, 2015, après la loi pour le mariage pour tous, parce qu'ils rendaient bien compte que les médias traitaient mal ce sujet-là. Donc ils se sont dit, attendez, il faut que nous, en tant que journalistes, on s'organise, les journalistes LGBT s'organisent. Après, prenons la une. Il y a aussi le mouvement MeToo. Et moi, je pense que sur les questions du racisme, on a une ère pré-MeToo, en vrai. Tu vois, parce que faut que ça va venir, mais on n'est pas encore mûr pour que la société, je pense, entende tous ces micro-agressions, tous ces agressions également. Non, mais c'est ce que j'allais dire aussi, sur le racisme. Après, moi, j'aime bien faire le parallèle aussi, et le lien avec, les victoires féministes aussi. Oui. Hein, c'était du travail. C'est pas venu du jour au lendemain. On a pu changer les mentalités. Par exemple, il y a des choses qui se passaient dans les années 80, 90, même 2000, qu'on pourra plus accepter. Là, je suis passée c'était un plateau télé. Ouais. Et il y avait un policier qui était là, mais on était 2 femmes en contradiction. Il a été d'une condescendance, mais c'était impressionnant. Et je me dis, mais c'est fou que
Ça existe encore, hein, mais je dis par si, rapport. ça existe encore. Ah oui, ça existe encore. 2026, donc là. Oui, ça existe encore, hein. Mais je dis, voilà, il y a quand même, je te parle de la société quand même, elle a plus conscience que voilà, qu'il y avait un souci sur les violences sexistes et sexuelles aussi, sur, j'aime pas, l'égalité homme-femme, même si j'aime pas trop l'égalité de genre. Ouais, voilà. Oui, mais quand tu regardes, il n'empêche que les femmes sont toujours moins payées de façon Exactement. générale, donc c'est quand même pas gagné-gagné. Mais, Hein. mais on arrive à le dire. Oui. Tu vois ça, on arrive à le dire. Par exemple, quand on dit que un noir ou un arabe touche moins qu'un blanc, ça peut encore. Ah oui, c'est vrai que ça, on l'entend pas. Exactement. Ouais, ça, c'est vrai. Moi, je parle dans la façon de lutter, dans la façon. Là, je parle pas même pas de la société, je parle de nos organisations et nous, que ce soit syndical, la lutte syndicale ou associative, on a encore du mal je dis pas qu'on a du mal, mais on est dans les débuts justement de la lutte contre le racisme. Et c'est pourquoi je fais le parallèle. Et ce qui s'est passé aussi avec la lutte féministe, ça a pris du temps. C'est vraiment. Taïeb, juste je suis désolé de te couper, mais je pense que en fait, ça passera par des étapes, des solutions. Il y a des solutions existent, tu vois, pour parler de ça. Comme les mouvements féministes ont créé des espaces de non-mixité, je pense que dans les syndicats, il faut créer aussi des espaces en non-mixité pour les personnes racisées. C'est ce que nous, on a fait parce que d'une manière large, et c'est ça, même si on ne le dit pas comme ça, au SNJ, on a créé aussi un groupe antiraciste en non-mixité. C'est-à-dire qu'à un moment, on s'est dit, et ça a été compliqué en interne, de se dire, parce qu'on nous a dit, ouais, c'est pas universaliste, pourquoi on exclut les personnes blanches, et il y a eu des débats. Mais pour réussir à créer ce mouvement en non-mixité pour les personnes racisées, on s'est basé sur le groupe femmes, qui est en non-mixité également, du SNJ. C'est-à-dire que le combat féministe nous a servi. Et moi, je m'appuie beaucoup sur mes camarades féministes pour leur dire, elles l'ont fait, nous aussi on peut le faire. Et du coup, on s'inspire aussi par exemple, déjà en tant que journaliste, de l'AJL, des journalistes LGBT. On se dit, en fait, il y a des choses qui existent, des ponts qui peuvent être créés. Il faut s'inspirer aussi d'autres mouvements. On a besoin, je pense, d'espaces en non-mixité. Après, avoir ces espaces en mixité, que le syndicat représente, où on parle aux autres, mais on a besoin de ce moment, je pense, de ces moments où on échange entre nous, on se dit, qu'est-ce qui nous arrive déjà, pour comprendre, pour analyser, pour se dire, qu'est-ce qu'on fait ensuite, on va parler aux autres moments, on ouvre, on peut créer des livrets, on peut faire des formations antiracistes, comme fait le Solidaire, ouvert à tous. On peut penser, c'est ce que tu disais sur la formation, en vrai. C'est ultra important, la formation. Former nos militants. D'ailleurs, moi, j'en profite justement ici dans l'émission pour nos camarades qui nous suivent et qui veulent faire des formations antiracisme, qu'ils n'hésitent surtout pas, qu'ils consultent le CEFI, le CEFI, le cahier de formation du CEFI, surtout pas hésiter, puisque des fois on a l'impression qu'on est calé sur les questions, qu'on est fort sur les questions contre la lutte antiracisme, mais on se retrouve finalement. J'ai fait des formations aussi, par exemple, sur formation féministe ou la formation sur les VSS et anti-LGBTophobe, où tu pensais que, je pensais que j'étais déconstruit. Mais vraiment, hein, j'ai dit, mais je vais quand même la faire, c'est bien pour apprendre d'autres choses. Mais en fait, en faisant la formation, en fait, j'étais nul, en fait, j'étais gaze, fallait recommencer du début, tout ce que après, comme on dit, c'est le patriarcat, c'est pour ça que quand je parle de prix, et là où je fais le parallèle, c'est pour ça que moi j'aime bien faire le parallèle, ce que tu disais avec les féministes, et même dans les formations, tu vois, c'est les mêmes méthodes d'oppression, c'est les mêmes outils d'oppression qui peut y avoir. Il y en a qui parlent de privilège blanc. Moi aussi, j'aime bien, je me dis, il y a le privilège blanc, mais moi aussi, je me dis, je suis dans la catégorie du privilège masculin, exactement, ça, et ça, je le reconnais, tu vois, c'est en faisant la formation, VSS, je me suis appelé ça, mais en fait, Et est-ce que, parce que ça, c'est un débat, on en a pas trop parlé, mais je pense que nous, on n'est pas trop concernés dans nos organes, dans nos structures, mais aussi, comme les idées d'extrême droite progressent, et que le RN progresse, après, on a aussi des personnes syndiquées qui peuvent être, voter extrême droite. Ça arrive. Et je sais qu'il y a des mouvements, des syndicats plus portés,
Moi, j'entends plus Force ouvrière, par exemple. Ils s'en défendent. Mais par exemple, moi, je le vois sur les questions antiracistes dans le milieu des journalistes. On a signé des pétitions avec le SNI-CGT, avec le SNJ solidaire, donc nous, la CFDT, journaliste aussi, mais jamais avec EFO. Ah oui. Donc, sur la lutte contre l'extrême droite, on sent que c'est compliqué parfois. C'est-à-dire que et ça, en fait, je pense que quand même, il faut aussi en parler. C'est pour ça qu'il y a des formations aussi en interne de comment on forme. Et nous aussi, on peut être concernés. C'est-à-dire que moi, j'ai déjà vu certains camarades, anciens camarades qui parfois virent politiquement. J'allais dire, le vote de l'extrême droite, en réalité, ça représente la société. Hein. Même chez Sud, on a des camarades qui vont pas te le dire directement, mais on a des camarades aussi qui votent l'extrême droite. Après, nous, syndicats, on a une responsabilité aussi à démonter en fait l'argumentaire de l'extrême droite, aussi l'argumentaire. Déjà, faut faire le lien. Nous, on fait toujours le lien avec l'extrême droite et raciste avant tout aussi. C'est un programme De toute raciste. façon, c'est un programme qui est d'exclusion. Exactement, forcément. mais aussi que l'extrême droite est contre les travailleurs et les travailleuses. Nous, on ramène des arguments sur ce qui est, par exemple, ils ont pas voté, ils sont contre l'augmentation du SMIC, que ce soit pour les retraites. Voilà, l'extrême droite, c'est le MEDEF aussi, hein. Il y a le MEDEF, il se rapproche du MEDEF, et voilà, nous on essaie de ramener des arguments qui soient concrets, que l'extrême droite au pouvoir, elle ne sera jamais du Bien côté sûr. des travailleurs, elle n'a jamais été du côté des travailleurs et des travailleuses. Et ça, même l'histoire, et c'est pour ça moi j'aime bien aussi revenir à chaque fois sur l'histoire, j'en parlais tout à l'heure en off, euh, pour savoir où on va, c'est bien de voir d'où on vient aussi et voir l'histoire aussi de ce qui s'est passé, en particulier en France et en Europe. Hein. Euh, Quand tu as une extrême droite ou le fascisme au pouvoir, on a vu les conséquences. Et moi, j'aime bien aussi, je vais citer aussi nos camarades de CT, Sud Collectivité Territoriale, sur le fameux discours de l'extrême droite, même si on déborde un petit peu sur le fameux discours de l'extrême droite, on ne l'a jamais essayé. Nous, les camarades de Sud Collectivité Territoriale, ils nous disent, nous, on l'a essayé, l'extrême droite, dans les mairies sur lesquelles on est. Mais de toute façon, c'est ça a pas- été c'est- essayé en 40, il me semble. non Exactement ce que je disais. Donc, Je crois. Hein. Mais juste pour revenir juste sur un truc, parce que là, j'ai parlé de FO, j'ai pas des affichés. Mais, On coupera. mais en fait, c'est pas monolithique non plus. Je sais qu'il y a des débats dans les organes, dans les structures. Par exemple, il y a un truc, par exemple, CNews. CNews, il y a des journalistes qui travaillent à CNews, permanents, d'autres pigistes. Moi, je connais des journalistes pigistes, racisés, qui travaillent à CNews. On en connaît, mais ils vont pas s'afficher. Mais ils vont s'afficher dans, tu sais, ils vont être à l'édition, ils vont monter des sujets, ils vont pas signer. En fait, mais parce qu'il y a une précarisation aussi. Comment ils peuvent vivre ça aussi, d'être dans une chaîne? C'est, par exemple, moi je vais donner un exemple concret. Moi je connais quelqu'un qui a fait une alternance à France Télévisions. D'accord. Ça s'est très mal passé. France Télévisions, il a pas eu, chez nous, c'est ce qu'on appelle, on a un numéro de matricule. Tu travailles à France Télévisions, tu es en alternance, après tu peux avoir, si tu en fais plusieurs CDD, on te donne un numéro qui te permet de travailler pigé pour toutes les locales de France Télévisions. France 3, ce qui est devenu ici, je sais plus comment ça s'appelle la chaîne France 3, etc. Mais ce journaliste que je connais, qui est donc racisé, il n'a pas eu son numéro de matricule. Donc il s'est tourné vers quoi? Vers le privé. Donc il s'est tourné vers le privé, et le privé dont CNews. Donc tu me parlais tout à l'heure des femmes voilées. Par exemple, les femmes voilées ne peuvent pas travailler dans le public. Donc elles se tournent vers le privé. Et parfois même dans le privé, elles peuvent vivre des discriminations. Mais et par exemple, pour reprendre ce cas-là très concret, le service public n'a pas connu ces journalistes-là, et on a des problèmes parce qu'il y a du racisme structurel, ou il y a des problèmes, tu vois. Moi, je connais une autre journaliste racisée, arabe, qui vient du Sud-Ouest. Elle en a parlé récemment. Elle a dit qu'il voulait pas qu'elle ait son accent du Sud-Ouest. Donc, elle a essayé de le gommer pour rentrer en France Télévisions, de se conformer à ce qu'on lui demandait. Mais finalement, ça a pas marché. Du coup, cette personne-là est obligée de se tourner vers d'autres formes, d'autres structures plus dans le privé en fait. Donc ou de se lancer en indépendant sur les réseaux sociaux. Tu vois, il y a beaucoup de plus en plus de gens qui ont des pages Instagram, qui sont journalistes indépendants, qui se lancent dans ce type, tu vois, et c'est pour ça, juste parfois on a l'impression que c'est figé, un bloc. Mais en vrai, tu peux, par exemple, CNews, je sais qu'en interne, pas tous, bien évidemment, il y en a qui sont convaincus
C'est des journalistes convaincus qui est par la ligne éditoriale, idéologique. Mais parfois, on leur envoie, moi je sais qu'il y a des journalistes, parfois on les envoie sur des faits divers, comme la ligne éditoriale de CNews, c'est les faits divers, les faits divers. Donc dès qu'il y a un trafic de drogue, etc., on va les envoyer. Parfois ils disent, mais il n'y a rien en fait. Et du coup, on dit, ah ok, laisse tomber. Ou on va leur dire, il faudrait que tu parles de telle manière, de tel sujet, sur l'immigration, sur les musulmans. Mais ils disent, mais il n'y a rien en fait. Donc en fait, les journalistes font un peu contre-pouvoir parfois en interne. Mais parfois mais c'est juste que les talks, tu vois, Pascal Pro, et avant Éric Zemmour, bah, ils prennent tout le truc, et t'as la ligne éditoriale de la chaîne au-dessus. On avait fait une saisine de l'ARCOM. Ouais. Pour l'autorité de régulation. Hein. On avait fait une saisine par rapport justement à l'émission de Zemmour. Et du coup, ça a été un passe-somme. Hein. Moi, j'avais jamais écouté. Et il fallait qu'on reprenne pour pouvoir faire une saisine qui tienne la route. On a écouté, on s'est répartis, on était une bonne vingtaine. Hein, et on s'est répartis toutes les émissions quand même. Hein. On a dû faire. Moi, j'en avais 2 à écouter. Et il fallait que je note les propos qui étaient soit racistes, etc., pour pouvoir saisir la com en disant, regardez, à telle minute, il y a eu tel propos, puis on écrivait, pour pouvoir ensuite dire, mais il faut que vous condamniez la CNews, puisque il y a tel propos, et donc, bon. Et j'ai écouté que 2 émissions, je me souviendrai d'une, c'était fou, parce que c'était sur les éoliennes. Donc, on sait qu'il y a tout un... Mais des éoliennes, c'est un sujet qui n'a rien à voir avec... on est bien d'accord, hein, a priori, le racisme, là-dedans, on voit pas. En fait, il est arrivé à parler depuis les éoliennes, à tenir des propos racistes. Alors là, moi, je me suis dit, mais comment il fait là? Non, mais c'est pour dire, c'était tellement ancré que... C'était tout le temps, pour tout. Alors moi, j'en ai fait que 2, après, j'ai saturé. Bah, en fait, ils ont leur ligne éditoriale, il faut la tenir. La rédaction en chef, la direction. En tout cas, j'ai une mauvaise nouvelle pour vous. Ah, c'est fini. On va conclure. Très bien. On va discuter tous les 3. Ah ouais, on dit, on est entre potes. Hein. Pour conclure, est-ce que vous voulez dire aux camarades qui nous regardent, ce que vous voulez qu'ils retiennent de cette discussion? Information. Et apparemment, dans le syndicat, vous en faites. Mais nous aussi. Donc, je pense qu'il faut se former. Et 2, revendiquer qu'il y ait des politiques publiques qui soient à la hauteur et qui fassent que, par exemple, aussi, on en vienne à ce qu'il n'y ait pas de renouvellement. Enfin, moi, je ne comprends pas que l'ARCOM ait admis le renouvellement pour la chaîne CNews, par exemple. Je ne comprends pas. Donc, voilà. Donc, ça veut dire qu'il faut qu'on porte ce combat-là. Parce que s'il n'y a pas le public derrière nous, on a du mal. Moi, je dirais que il y a les grands combats. Tu vois, par exemple, il peut y avoir débat sur est-ce qu'on ferme ces news parce qu'ils tiennent des propos racistes très régulièrement. Mais aussi, il y a des petites choses. Tu vois, il y a aussi, par exemple, dans un syndicat, tu peux créer un groupe en non-mixité, raciale. Tu peux, c'est aussi quelque chose de concret que tu peux faire. Ça fait débat après au sein de ton syndicat. Du coup, tu es obligé d'en discuter avec les autres. Pourquoi tu ne veux pas? Du coup, ça fait débat. Moi, je trouve ça intéressant et ça fait avancer les choses, tu vois. Et il faut lutter au niveau local aussi, je pense. C'est ultra important. C'est-à-dire que là, potentiellement en 2027, l'extrême droite peut arriver au pouvoir. C'est une réalité. C'est une potentialité qu'il faut bien avoir en tête. C'est possible. Il faut pas être sidéré si ça arrive, potentiellement. Et les élections municipales là, qui ont eu lieu là, il y a quelques mois en mars, ont prouvé que des villes pouvaient être gagnées par la gauche. Et des personnes racisées pouvaient gouverner ces villes-là. Donc pour moi, c'est signe d'espoir, mais c'est parce qu'il faut repartir en lutte dans les quartiers populaires. Il faut aller chercher les gens pour qu'ils aillent voter, pour qu'ils se syndiquent. Tu vois, c'est plein de choses. Il y a des petites choses qu'on peut faire aussi dans les syndicats. Alors, merci à vous deux, merci à Nathalie, merci à Aziz. Et bien sûr, la lutte aussi, elle se poursuit sur nos lieux de travail. Agir syndicalement contre le racisme aussi, ça reste aussi un combat syndical à mener et à gagner. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis en direct sur le live de Mégaphone. Et je vous invite aussi à vous abonner si vous ne l'êtes pas déjà et aussi également à partager la vidéo quand elle sera en ligne. Merci à vous et bonne soirée. Bonne soirée. Merci pour l'invitation.